Bonjour et bienvenue une fois nouvelle sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie d'expliquer que l'humanité est peut-être inclue dans un chemin, une destinée. Selon moi, l'humanité cherche intuitivement à atteindre son ultime perfection, mais comme toutes les autres espèces d'ailleurs. Simplement, la perfection qui est visée intuitivement, je dis bien, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore pris conscience, mais c'est quelque chose qui va se produire, cette prise de conscience, avec le développement des nouvelles technologies, de l'IA, des ordinateurs, de la puissance de calcul. On va pouvoir modéliser notre évolution passée pour pouvoir prédire la finalité vers laquelle nous conduit ce type de progrès que nous réalisons depuis que nous nous sommes séparés des autres espèces de primates. Et donc, selon moi, selon mon analyse, on va vers cette ultime perfection. Et pour l'humanité, cette perfection, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, le paradis en somme, une sorte d'état de paradis. Un paradis naturel, évidemment, lié à la nature, dans une osmose avec la nature, mais écarté des prédateurs, écarté de tout ce qui empêche nos cousins primates, qui vivent dans ces conditions-là, au sein de la nature, etc., d'atteindre cet état de bonheur absolu, cet état de fraternité totale, cet état d'extase en somme. Tout simplement parce que leur système, le système d'où nous venons et que nous continuons à appliquer, c'est la compétition, le système dominant-dominé, etc., l'agressivité, la lutte pour la survie, et puis surtout la peur des prédateurs, donc être sur une sorte de qui-vive. Tout ça, l'humanité l'écartera. On n'aura plus besoin d'être sur le qui-vive, parce que le qui-vive neutralise une partie de l'esprit et l'empêche d'accéder à cet état d'extase dont je parle. Parce que c'est l'extase qui est recherchée par l'humanité en réalité. Et donc, et puis les caprices du climat, le fait d'être vulnérable au climat, au feu, pour nos cousins primates, voilà, ils ont ce problème-là. Eh bien, tout ça, nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous en affranchir en réalité. Et quand on regarde les progrès humains, on se rend compte que qu'on travaille sur ces trois grands thèmes. La maîtrise du comportement, pour éviter de s'affirmer aux dépens d'autrui, la maîtrise de l'environnement, pour ne pas être soumis aux caprices du climat et aux aléas du climat, et la maîtrise du questionnement, pour comprendre tout ce qui interroge notre cousin primate. Il est confronté à la mort, il voit la mort de ses congénères, etc., etc., mais il n'a pas de clé devant cette chose-là. Il n'a pas pu chercher, il n'a pas son évolution est autre, elle est différente, elle n'est pas inférieure, nous ne sommes pas supérieurs, elle est différente et ne lui permet pas d'essayer de résoudre ces questions métaphysiques qui se posent très certainement. Voilà, alors je vais reprendre pour démontrer cette théorie. Je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute, et bien là j'ai commencé quelques vidéos à partir d'une série de France Culture que j'aime beaucoup, Avec Philosophie, une émission qui s'appelle Avec Philosophie. La série, c'est À la table des négociations, et c'est l'épisode 4, Négocium vs Otium. L'otium, apparemment, c'est l'extase. Pour moi, je l'explique comme l'extase, mais c'est la contemplation, l'art de vivre sans contrainte, sans effort.
sans être obligé de travailler. Et le négocium, c'est le contraire, c'est la vie active, la vie politique, l'engagement dans la cité, dans le travail, etc. Donc c'est la 3e vidéo. Je lance et je commente éventuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Géraldine Mühlmann. La négociation nous occupe cette semaine, c'est notre thème, il est difficile pour les philosophes. On l'a constaté, la conceptualisation n'est pas simple. Et aujourd'hui, nous essayons de réfléchir aux raisons de cela. Il y a une histoire du mot négotium par rapport à l'otium, dont il est le négatif. Dans négotium, il y a la vie civique, il y a la vie marchande, il y a la vie de la production. Est-ce que tout cela a été uniment méprisé dans une tradition chrétienne, dans une tradition républicaine italienne? Est-ce le contraire? C'est très complexe. Les 3 invités qui sont autour de moi, Sophie van der Meren, Fosca Mariani et Jean-Louis Fournel, m'invitent à beaucoup de prudence et je les en remercie. Je remercie nos invités pour cette subtilité et ce sens de la nuance. Revenons aux Romains, revenons texte après texte. C'est très agréable sa façon à la conception de mener tout ce les qui débats. constitue le négotium, ce qui n'est pas contemplatif, donc la vie active, la vie civique, la vie marchande. Qu'en pensait Cicéron? Eh bien, voici un texte de Cicéron, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, extrait de la Divination. Écoutez. Cicérone. C'est le grave malheur de la cité qui m'a donné l'occasion d'exposer la philosophie. Au cœur des luttes civiles, je ne pouvais ni défendre la République selon mon habitude, ni rester sans rien faire, et je ne trouvais rien à faire de préférable qui fût digne de moi. Donc mes concitoyens me le pardonneront, ou plutôt ils m'en sauront gré, alors que la République était au pouvoir d'un seul homme, je ne me suis pas caché, ni abandonné, ni laissé abattre. Je ne me suis pas conduit comme si j'étais en colère contre un homme ou contre les circonstances. Je n'ai pas non plus flatté ni admiré la fortune d'un autre au point d'être mécontent de la mienne. Privé de mes fonctions antérieures, je me suis remis à mes études pour soulager mon âme de ses peines, de préférence par ce moyen, et pour être utile à mes concitoyens par tous les moyens possibles. Dans mes livres, en effet, je donnais mon avis, je tenais des harangues. J'estimais que la philosophie remplaçait pour moi la gestion des affaires publiques. Maintenant, puisqu'on a commencé à me consulter de nouveau sur les affaires publiques, je dois leur consacrer mon activité. Je dirais plutôt leur vouer toutes mes pensées et tous mes soins. Il ne faut abandonner à l'étude de la philosophie que le temps laissé libre par les fonctions et les charges publiques. Et je suis d'accord avec ça, et même les charges publiques, si on peut les abandonner, bon, non, il faut évidemment, pour ceux qui ont les moyens, les compétences, etc., de s'y consacrer, c'est important de le faire. Mais mais ce que nos hommes politiques font, c'est justement de s'y consacrer totalement, de s'y investir, de s'y enrichir, d'en faire un métier d'une vie. Et donc de ne pas avoir vraiment le temps, le recul nécessaire que la philosophie permettrait pour pouvoir gérer correctement les affaires de leurs concitoyens, de leur souverain en somme, puisque le peuple c'est le souverain. N'en déplaise aux hommes politiques récents qui nous gouvernent et qui pour eux ce sont les souverains du peuple, et c'est pas le cas. Sophie van der Meren, vous êtes professeure de grec et présidente de l'Institut d'études augustiniennes. Comment vous analysez ce texte? Faut-il entendre que rien ne vaut les affaires publiques, que c'est ça la valeur suprême pour un Romain de la République et pour Cicéron en particulier? Alors effectivement, la question de ce texte est très complexe et la première chose que je voudrais dire, c'est d'après ce que
qu'ont dit les deux autres intervenants, je suis tout à fait d'accord. Le mot otium, en fait, s'enrichit de multiples connotations, et il n'y a pas qu'un seul sens de l'otium, mais on le voit déjà chez les Romains, hein, donc sémantiquement c'est complexe, et ce texte-là, je dirais, est un jalon très important dans l'histoire philosophique du rapport entre otium et negotium. Alors il faut le remettre vraiment dans son contexte historique. Ce texte a été écrit en 44. Alors le traité sur la divination de Cicéron a été écrit en 2 temps. 44 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. On ne peut le comprendre que parce qu'il a été écrit en 2 temps. Il y a eu d'abord la rédaction du livre 1, à l'époque où Cicéron était complètement mis à l'écart des affaires publiques, parce que César était l'homme fort de la situation, donc Cicéron était en marge. Et puis là, on est dans le livre 2, qui a été écrit après l'assassinat de César, à un moment où Cicéron pense qu'il peut revenir sur la scène politique, et je dirais retourner aux affaires, au negotium. Donc ce qu'il dit dans ce texte, c'est bien qu'il y a eu, je dirais, 2 phases dans sa conception de l'otium philosophique et dans son travail d'écriture de la philosophie. Donc l'activité contemplative. Exactement. Ce qu'il dit, c'est que dans une première phase, le malheur de la cité, dans cette première phase, il a pu exposer la philosophie en écrivant des traités, et donc son otium était extrêmement important à cette époque-là, mais c'était une sorte de repli en réalité, parce qu'il y était en quelque sorte contraint. Et dans un deuxième moment du texte, les choses se renversent. Et il est en train de nous dire qu'en réalité, cet otium qui était utile, alors le terme d'utilité, on l'a utilisé plusieurs fois dans cette conversation, la notion d'utilité est très importante. Maintenant, il peut à nouveau être utile d'une autre manière par les affaires publiques. Effectivement, ça prime chez lui. C'est très important. Et chez Cicéron, effectivement, on voit tout le temps une tension, je dirais une aspiration contemplative, une tentation contemplative, mais qui est finalement toujours, je dirais un petit peu renégociée quand la possibilité du negotium lui est présentée. Et c'est finalement, sans doute, ce qui reste le plus important pour lui, même si dans ce texte, on a, je dirais, l'expression de la dignitas, même lorsqu'il était contraint de ne pouvoir s'adonner qu'à l'écriture des textes philosophiques, il le faisait avec dignité. L'otium cum dignitate, c'est une expression forgée par Cicéron, qui veut dire que même lorsqu'il se consacre à la vie contemplative, il le fait d'une façon qui reste estimable pour ses concitoyens, parce que c'est un service qu'il leur rend. Voilà, donc oui, c'est une contemplation, mais active d'une certaine façon, puisqu'il développe, il travaille à la philosophie pour ses concitoyens. Alors pour lui, Cicéron, ses concitoyens, c'était les Romains. Et aujourd'hui, pour un penseur, ça sera l'univers, l'humanité tout entière. On est beaucoup plus, un philosophe, rares sont les philosophes qui travaillent pour leur patrie, quoi. Peut-être ça existe, je sais pas, mais enfin, à mon avis, c'est très universel, l'idée. Alors ça, c'est la première chose. Et ce que je voulais dire d'autre, je l'ai oublié finalement. Alors, il y a aussi cette phrase au milieu du texte où il se justifie d'être sorti de la vie publique. Et il dit, attention, je ne me suis pas adonné à la vie marchande. Parce qu'il Donc oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que même si on rêve de contemplation, même si on rêve de paix, de tranquillité, nous sommes les hommes constructeurs. Et dans cette période de constructeur, de la période constructeur que je fais démarrer au premier couple qui s'est distingué des autres primates, à la première séparation génétique des autres primates, on va dire, admettons, jusqu'à aujourd'hui, et puis qui continueront après nous jusqu'à atteindre la deuxième phase, c'est-à-dire l'humain abouti, l'humain accompli. L'humain qu'on aura conduit à sa perfection.
Et dans toute la période précédente, celle où nous sommes les constructeurs de cet état de perfection. Nous construisons cet état de perfection. Et donc, même si nous rêvons de contemplation, même si nous rêvons d'extase, elle ne nous est pas accordée totalement. Même quand on touche des états de bonheur, si on est un peu sollicité, on va tendre l'oreille. Ça me rappelle une nouvelle de Tolstoï sur quelqu'un qui va s'isoler, qui veut partir vers la sainteté, il va s'isoler dans une sorte de grotte, etc. Et il passe des années comme ça dans la solitude, et il se contraint en fait, en somme. Et alors, c'est un peu l'idée que j'ai de cette, à la lecture, il y a très longtemps, de cette nouvelle-là. Peut-être je me trompe, mais bon, voilà, vous rectifierez si vous la retrouvez, cette nouvelle. Et donc, des jeunes gens ont appris qu'il existait et vont le tenter, en somme. Je pense que des femmes vont le tenter, etc. Et en fait, ces 20 ou 30 ans d'isolement, d'ascétisme vont tomber parce que c'était basé sur de la contrainte. Et en fait, moi, par exemple, je vis dans l'isolement, je vis dans le calme, je vis en étant bien reculé de la société, en ayant le moins possible d'interaction avec la société, le moins possible de problèmes avec la société. Mais imaginons que demain, il y a un peu de célébrité qui se pointerait à la porte de... Comment je réagirais? J'en sais rien. Peut-être que je vais vouloir y goûter. Et donc partir dans quelque chose. Donc en fait, on est extrêmement vulnérable dans l'humain. On peut très vite être sollicité et sortir de l'état de l'otium pour le négotium. C'est très facile. Exactement. Je n'ai pas non plus flatté ni admiré la fortune d'un autre au point d'être mécontent de la mienne. Donc c'est pas pour le profit, les richesses. Il a besoin de le préciser. Il a besoin de le préciser, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Cicéron n'est pas un négociant. Tout à fait. Et on retrouve ici, je dirais, ce qu'a dit aussi Fosca tout à l'heure, c'est-à-dire que l'histoire de ce terme, otium, ne peut se comprendre que parce qu'il y a deux facettes sémantiques de l'otium. D'un côté, un loisir, je dirais, critiquable, où ça donne à la richesse, au luxe, au plaisir. Et de l'autre côté, il y a le versant positif de l'otium qui reste valorisé au fil des siècles, c'est-à-dire un temps libre pour la pensée et pour s'adonner à des activités qui sont supérieures à d'autres activités. Alors, je vous propose qu'on avance un peu dans les siècles. Nous avons évoqué Pétrarque tout à l'heure. Donc, Pétrarque, lui, il est italien. Il vit au XIVe siècle. Il est chrétien. On apporte quelque chose là de nouveau. Je renvoie au début de notre conversation. Fosca Mariani, Pétrarque... on va essayer de réfléchir à ce qu'il a gardé de la valorisation de la vie civique, typiquement romaine ou cicéronienne, de la manière dont il parle la vie contemplative. Et voici un extrait. Moi, si on me l'avait donné comme ça, j'aurais pu croire que c'était du Pascal, c'est-à-dire de Montaigne. Ou du Montaigne, exactement. La Montaigne, à demain nos affaires. Oui. C'est un extrait de la vie solitaire où vraiment il critique le divertissement dans la vie active, et on a l'impression que seul l'otium, la contemplation philosophique ou peut-être l'intériorité du croyant, vous me direz si c'est dedans ou non, semble la vraie valeur. Écoutez ce texte de Pétrarque. L'homme affairé est repu de soucis, repu de nourriture et de vin, repu de terreur, repu d'envie. Ses échecs le rabaissent, mais les plumes de son orgueil gonflent. D'affliction, il se recroqueville, mais est bouffi de colère. Jamais équanime,
sans maîtrise de sa tête, assiégé par une cour, espionné par ses adversaires, agité par les clameurs. Troublé par le courrier qu'il reçoit, importuné par ses propres messagers, tenu en suspens par la rumeur, effrayé par le colportage des nouvelles, paralysé par les présages, berné par les mensonges, fatigué par les lamentations, nullement libéré, même la nuit, par les querelles qu'il endure, il mène une vie qui ressemble à celle des démons. Par-dessus le marché, il est odieux envers ses voisins, désagréable envers ses concitoyens, soit craint, soit moqué par les siens, suspect à tous, fidèle à aucun, et privé longtemps de sommeil, il se retourne dans son lit de pourpre. Après avoir expérimenté toutes les formes de désir, après avoir incité son corps misérable et chétif à jouir des circonstances présentes et laissé son esprit volubile vagabonder au loin, enfin vaincu tout de même, il laisse aller ses yeux au sommeil. Mais les soucis veillent, éveillent également son esprit inquiet, consumé d'un feu inextinguible et rongé par le ver de l'immortelle conscience. Alors, il revoit les affaires de la journée, les clients abusés, les jeunes filles déshonorées, les pupilles trompées, les veuves spoliées, les innocents battus et tués, et là-dessus les furies vengeresses de ses crimes. Aussi il crie souvent pendant son sommeil, souvent il se plaint, et souvent une crainte imprévue le réveille. Eh bien, bon, on peut dire que c'est à charge. Voilà, et c'est clair que c'est pour ça que, selon moi, tout être humain aspire au bonheur, comme le disaient les Grecs, au souverain bien. On le recherche, cette chose-là, même celui qui correspond à l'image exacte de ça, et on les connaît, on les voit, on voit ce monde qui est agité et qui ressemble à ces désespérés. Mais au fond, ils cherchent, c'est parce qu'ils sont contraints, c'est parce que leur pulsion les pousse là-dedans, parce que c'est pas leur fondement en somme, je pense pas, c'est pas ce qu'ils recherchent. Voilà. Bon, on va quand même écouter un peu ce qui va être dit derrière. C'est un texte vraiment magnifique de Pétrarque, lu par Nicolas Berger, notre réalisateur. Je vais vous laisser le commenter. Il est tellement beau, je trouve qu'il nous laisse un peu... Comme toi. Oui, tout à fait. Fresca Mariani. Alors, c'est un texte... Merci de l'avoir très bien lu. On voit que c'est un très bon écrivain. Incontestablement. Incontestablement. Et c'est un écrivain qui utilise beaucoup, comme on voit, le portrait. C'est-à-dire, il présente une thèse en la personnifiant. Donc, c'est vraiment presque théâtral. Oui, en effet, c'est très, très bien lu parce qu'on pourrait le mettre en scène. Donc, il y a une condamnation de l'homme affairé, de l'homme pris par les affaires, la recherche du profit, avec tout le cortège de mauvaises passions, des vices. Cependant, il faudrait, si je peux me permettre, dire deux choses. D'une part, Pétrarque est un homme qui a eu une activité diplomatique très très importante. Mm-hmm. Donc c'est un peu un porte-à-faux ce qu'il écrit, parce que lui-même est un homme très affairé, qui a servi plusieurs maîtres, les Visconti par exemple à Milan, et donc il y a affaire et affaire. Là, ce qu'il condamne, c'est sûrement le profit, le marchand. En revanche, et c'est peut-être une nouveauté aussi à partir du monde de moines que je défendais jusqu'à maintenant, c'est que il y a des négociats qui sont très bien. Quand ils font partie d'une certaine nouvelle éthique, c'est l'éthique de la reconnaissance sociale et du sentiment d'efficacité. C'est-à-dire donc ça va. Ce n'est bon. Pas le monde des affaires méprisable affaires. Pour lui. Voilà, c'est le monde des négociats où il y a un minimum moral, c'est une petite éthique quotidienne. Mm-hmm. Donc, en se comportant bien et en travaillant pour la collectivité. Comme je disais avant, c'est-à-dire, surtout à la fin du Moyen-Âge humanisme, devient vraiment le problème de l'ancrage du temps
quotidien. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je le perds? Est-ce qu'il est trop plein? Comment je distribue la vie des familles, des affaires, etc. Vraiment une question très concrète. Donc, ces négociats-là, disons, diplomatiques, politiques... ça va. Ça va. Donc, il reste quand même l'idée romaine... Reste l'idée romaine que les affaires civiques, c'est quelque chose qui a de la valeur. Oui, mais ce qui ajoute, à mon avis, important, et surtout après, disons, plus développé par la Renaissance, c'est l'idée que le négocia, le travail, les efforts, c'est vraiment le fondement de la reconnaissance de soi-même, de son efficacité. Ce n'est pas seulement le service qu'on rend aux autrui, c'est aussi son mérite. Oui. C'est une notion des mérites qui est très importante. Alors, ce qui est négatif, j'ai l'impression, mais c'est vous la spécialiste, c'est la jouissance. Parce que quand même, il dit très clairement dans ce texte qu'il méprise tous ces gens adonnés au désir de luxe, de richesse, ces corps qui jouissent, qui en ont fait un idéal de vie. J'exagère Oups, là. Non, ça va pas du tout. Bah, écoutez, disons, j'ai entendu ça. On l'a lu. Il faut dire que Pétrarque, disons, c'est son modernité aussi, c'est quelqu'un qui, pour tous les points de vue sont des points de vue de fugue, c'est-à-dire il a jamais trouvé sa paix. Donc c'est vraiment quelqu'un qui alterne entre la vie solitaire, la vie des négoces, la jouissance C'est quoi la vie de négoce alors pour lui? Ce que vous appelez c'est vraiment la vie politique, la vie civique, mais ça c'est bien. Ouais. Et le diplomatique, qui est quand même plus sournoise. C'est même pas. Il était un homme diplomatique, disons. Donc c'est vraiment la négociation. Là, la négociation au sens diplomatique prend beaucoup de significations. En revanche, alors ce plaisir-là sont mauvais. En revanche, ce qui change, à mon avis, c'est au début de la Renaissance, c'est la notion d'otium. D'otium, elle change. Elle change parce que l'idée de la contemplation change. Alors expliquez-nous. Déjà, auparavant, au Moyen Âge, on distinguait entre otium et otiositas. Donc l'otium, disons, constructive, et l'oisiveté, paresse. Et c'est celle-là alors qu'il stigmatise? Il stigmatise, comme tout le monde, l'ociositas, c'est-à-dire l'oisiveté, disons, paresseuse, ceux qui ne prennent jamais des décisions, ceux qui sont lascives, qui se peuvent donner justement au plaisir, mais défend l'otium non plus comme lieu de la philosophie ou de la contemplation, mais semble une nouveauté, disons, à partir de lui, l'otium comme un moment de création. Et surtout parce que c'est un écrivain, donc c'est l'otium, disons, sa forme de retrait, des replis, est une condition importante pour la création littéraire. Donc, si j'essaye de synthétiser... Vous voulez que je t'ai pas clair? Non, pas du tout. C'est que vous dites des choses tellement subtiles et fines, il faut éviter de simplifier. Mais sur otium, négocium, vie contemplative, vie active, en fait, les deux ont leur part critiquable. Et celui qui est dans les affaires, mais qui est surtout dans la jouissance de ses biens, d'une certaine façon, il est contemplatif aussi. Et la mauvaise des contemplations, celle de la jouissance paresseuse. Oui. Et donc, qui pourrait ressembler très fort à celui qui n'a pas beaucoup d'argent ni de biens, mais qui est aussi dans une jouissance paresseuse de ce qu'il a. C'est ça qui n'est pas... dissipé. Ce qui est important, c'est que c'est encore le problème du temps. Il faut discipliner le temps. Ouais. Donc, discipliner le temps dans le travail, discipliner le temps dans l'otium. Ce qui est intéressant, c'est que l'otium ne devient pas seulement la contemplation, la méditation, la rumination des moines, disons, spéculatifs, devient un moment de création. Donc, c'est un faire. Oui. Alberti défend justement le travail, disons, de l'artiste. Pétrarque défend une forme de solitude et de retrait, mais ce n'est pas seulement pour contempler la nature, Dieu, mais c'est pour faire, écrire. Donc c'est un lieu de créativité. Oui. C'est ça qui, à mon avis, distingue, disons, de Jean-Louis Fournel, je vous écoute. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Si vous appréciez un peu ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec des sites d'autres sites. Vous pouvez
allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe cette théorie depuis l'an 2000. Merci.